Bonjour à tous. Alice Cohn, je suis psychologue. Alors, je suis psychologue à la fois dans la fonction publique hospitalière et à la fois en cabinet libéral. Et en écoutant les premiers intervenants de ce matin, que je tiens à remercier d'ailleurs, je me suis dit, mais je vais démissionner de l'hôpital. Alors, vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, je vis ça tous les jours. Et on est tellement la tête dedans que des fois, on ne se rend même plus compte qu'on vit ça tous les jours et que c'est du quotidien. C'est du quotidien. Tout ce que vous avez évoqué, ces conditions de travail, tout ce qui est difficile, c'est permanent. Et c'est aussi parfois un peu de sacrifice de nous-mêmes, et nos familles payent le prix aussi de ça. Donc voilà, ce matin je me suis dit je vais démissionner. Donc j'attends avec impatience la table qui va s'installer pour peut-être me donner envie de rester. Je vous avoue que je prendrai ma décision ce soir. Ça met un peu de suspense. Mais voilà, alors je dis ça de manière très optimiste parce que moi j'ai la chance de pouvoir faire mon travail ailleurs, et ailleurs je choisis mes conditions de travail. Et je vous disais, moi j'ai quitté l'hôpital à mi-temps en partie à cause de ces conditions-là, malheureusement. Et je vous rejoins, ça fait 20 ans qu'on en parle. Moi je faisais mes études, on en parlait déjà. Et j'ai l'impression qu'on n'agit pas assez, quoi. On parle toujours des mêmes choses. Et à un moment, où est l'action? C'est pour ça que j'ai rejoint SPS, parce qu'aussi je rejoins Florence Bénichou qui nous disait, là on est dans l'action. Et bien voilà, moi j'attends l'action et j'attends avec impatience nos intervenants qui viennent nous dire un peu comment ils agissent sur le terrain. Merci. Bonjour, donc merci à tous les participants d'être parmi nous. On a la chance d'avoir des experts et des acteurs du territoire pour partager leur expérience, leurs initiatives collaboratives et coopératives sur ces grands enjeux, donc qualité de vie au travail. Je vais me permettre de reprendre Philippe Colomba, qui a dit sur la QVCT « Tout est dit, il faut agir ». Donc ça rejoint Florence Bénichou et on est ravis de tous vous accueillir. On va laisser faire un tour de table de présentation. Chacun va présenter un peu le qui, quoi, comment, quand, pourquoi et comment il compte agir ensemble et avec nous sur les territoires. Et si ma collègue collaboratrice compte démissionner à la fin de la journée, l'ARS s'engage à la faire rester. Donc merci en tout cas. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Bonnet, médiateur régional adjoint. Écoutez, comprendre, solutionner. Gestion des conflits. Bonjour. Présenter le dispositif de médiation et voir comment il peut s'intégrer dans la recherche qui anime, je crois, tout à chacun sur l'amélioration de la vie au travail. Être bien au travail me paraît une assez bonne définition de l'objectif vers lequel il faut tendre. Alors, dans cette affaire, la médiation, elle arrive bien tard. On envoie le casque bleu parce que les belligérants se balancent sur la figure un certain nombre de choses depuis très longtemps et on n'y arrive plus. Donc c'est probablement pas les meilleures conditions pour essayer de résoudre les conflits. Pour autant, c'est ce que l'on nous demande de faire. Alors, je voudrais d'abord essayer de clarifier 2 ou 3 choses. Parmi les dispositifs, les processus de résolution de conflits de manière non juridictionnelle, puisque habituellement c'est comme ça qu'on le dit, la médiation n'est pas le seul dispositif, il y en a d'autres, et parfois on les confond. La médiation n'est pas la conciliation. Dans la conciliation, le conciliateur propose une solution aux belligérants, si je puis dire. Essaye de les convaincre que c'est une voie pour en sortir. La médiation n'est pas non plus une voie de recours hiérarchique.
mon supérieur hiérarchique, chef de service, directeur d'établissement, directeur général, a pris une décision qui ne me convient pas, donc j'essaye de trouver quelqu'un qui va me donner raison. Le médiateur n'est pas celui-là. La médiation, ça vise à restaurer le dialogue entre les parties, pour les amener à trouver elles-mêmes la solution à leurs différends. C'est des notions proches, mais il ne faut pas attendre du médiateur qu'il vienne avec une solution miracle. Ils disent, mais bien entendu, c'est ça qu'il faut faire, allez-y et signez-la. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est vraiment un travail qui doit être fait avec l'aide du médiateur entre les différentes parties aux différends. Alors, cette médiation, elle arrive souvent, je le disais très tard, elle pourrait aussi être préventive. Le texte instituant les médiations nationales, régionales pour le secteur sanitaire et social a été modifié pour y introduire cette notion. Plusieurs personnes, tout à l'heure, ont évoqué le fait qu'on n'anticipait pas suffisamment, qu'on pouvait prévenir un certain nombre de difficultés. Oui, effectivement, on peut le faire. La médiation peut intervenir dans ce cas-là, en cas de changement important dans les organisations, de prévision, de restructuration d'activités médicales. Il y a un certain nombre de sujets qui ont pu faire la une, pas forcément dans cette région, fusion de services qui faisaient de la greffe ou des choses dans ce goût-là. Ce n'est pas des choses qu'on peut régler en 3 minutes sur un coin de table. Et si on ne les a pas anticipées, on est à peu près sûr, pour le coup, qu'il faudra faire appel un jour ou l'autre à un dispositif de médiation. Et ce n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Un troisième champ dans lequel la médiation peut venir, et ça c'est nouveau depuis le dernier décret de 2023, c'est l'accompagnement au retour dans l'emploi pour des personnes qui ont été durablement éloignées, pour des raisons de maladie ou pour d'autres, disciplinaires ou autres, parce que assez souvent c'est compliqué et on peut avoir besoin d'un intervenant extérieur qui n'a pas trempé dans l'origine de cette absence dans l'emploi pour essayer de trouver une issue aux différends. Il y a évidemment un certain nombre de freins au déploiement du dispositif de médiation. L'un d'entre eux est bêtement la méconnaissance du dispositif ou une connaissance imparfaite du dispositif. On croit que la médiation va se substituer au directeur de l'établissement pour prendre la bonne décision. Ah, il faut changer, très bien. Oui, voilà, oui, ça marche mieux? Bon, très bien. Donc, on gagnerait à mieux communiquer sur le dispositif de médiation pour qu'il n'y ait pas de méprise. Que les gens ne s'imaginent pas, par exemple, que le médiateur va remplacer l'arrêté de nomination pris par le directeur général par un autre arrêté de nomination. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Le médiateur n'a pas de pouvoir hiérarchique, ni sur les parties, ni sur la hiérarchie dans son établissement. Autre frein, c'est l'absence de dispositif local. Les règles qui s'appliquent à la médiation prévoient qu'on ne peut saisir le médiateur que si on a préalablement eu recours à un dispositif de conciliation ou de médiation locale. Il faut que j'aille plus vite. Quand je vous disais qu'il faudrait beaucoup de temps. Très souvent, ces dispositifs ou n'existent pas, ou ne sont pas utilisés, pour des raisons bonnes ou moins bonnes. Donc, si on veut se résumer, les difficultés auxquelles on est confronté dans la mise en place de ce dispositif, c'est le manque d'anticipation,
L'insuffisance de coordination dans un certain nombre de cas, notamment quand il s'agit de sujets touchant des PUPH, le nombre d'intervenants est considérable. Et ce n'est pas toujours très simple de faire travailler ensemble tout ce beau monde pour essayer de faire émerger une solution. Et puis la troisième chose, et je terminerai là-dessus, c'est ce que j'appellerais la concordance des temps. Le temps des partis n'est pas le temps des institutions et n'est pas toujours le temps des médiateurs non plus. Les partis attendent une solution demain matin. La gouvernance, elle attend une solution. Parfois, elle n'attend pas de solution. Et le médiateur a plusieurs médiations au feu et éventuellement quelques autres activités et ne peut pas toujours répondre aux coups de téléphone ou aux mails impératifs de tel ou tel parti qui s'impatiente de voir que son affaire n'avance pas parce que son affaire est la seule, bien sûr. Voilà. Merci Monsieur Bonnet. Je vous rappelle que si vous voulez un peu plus d'informations, cette instance régionale de médiation est une instance totalement indépendante et autonome. Un grand enjeu de communication est développé par la médiation nationale et toutes les instances régionales de médiation qui communiqueront, qui vous aideront à savoir qui est concerné par la médiation, comment saisir les médiateurs, quels sont leurs champs d'action, leurs périmètres et les possibilités pour vous accompagner dans la gestion des conflits, que vous soyez à la gouvernance ou des agents d'établissement ou de territoire dans le secteur sanitaire et médico-social. Et cette médiation s'adresse aussi aux étudiants. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ils sont là aussi pour vous. Il y a des solutions. Pour poursuivre avec Monsieur Olivier Thomas, donc, qui est engagé sur une notion que tout le monde connaît, mais finalement, au niveau des contours, mais qu'est-ce que ça regroupe c'est un petit peu plus délicat, la responsabilité sociétale et environnementale. Comment passer d'une politique de territoire à une politique nationale, intégrer en fait la responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans les stratégies d'établissement. Je laisse M. Olivier Thomas présenter en fait son cabinet et ses actions. Merci. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité pour pouvoir exprimer tout ça. En fait, c'est une très belle histoire parce que j'ai dirigé des établissements de santé pendant 20 ans. C'est le plus beau métier que j'ai pu faire. Et puis le 8 octobre 1998, très précisément, je suis rentré chez moi avec mon bébé qui venait de naître dans la maternité que je dirigeais. Et puis dans la main gauche, j'avais la mallette rose que nous distribuons en France entière dans toutes les maternités. Et ce soir-là, pour la première fois, je me suis dit, je vais voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que je distribue aux parturiantes, aux 2500 mamans qui accouchent dans l'établissement. Et puis alors là, je suis tombé de ma chaise, c'est-à-dire que j'ai découvert que je distribuais, ou je faisais distribuer par les blouses blanches et roses, des produits quasiment tous composés à partir de perturbateurs endocriniens ou CMR avérés. Et donc là, j'ai changé de métier en réalité. Depuis ce jour-là, je me suis consacré quasiment exclusivement avec toutes mes équipes pour redonner du sens à nos métiers, à ces fameux sujets de la responsabilité sociale, sociétale et à la santé environnementale. Du coup, en 2009, j'ai décidé de m'y consacrer. Donc, j'ai créé une agence, j'ai démissionné de mes fonctions et j'ai créé une agence qui s'appelle Primum non nocere. Vous avez toutes et tous entendu ce principe d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire. On est maintenant une soixantaine. Merci de m'inviter à Nancy parce qu'il faisait 37 degrés à Béziers, donc je suis venu au frais. Il fait quand même un peu chaud, mais je suis venu me mettre au frais. Merci beaucoup parce que 37, ça commence à vraiment piquer. On a une pénurie d'eau, ça y est, nous y sommes. Donc voilà le début de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est quoi ? Eh bien pour moi, dans ce vaste sujet de la qualité de vie et de la santé des professionnels, il faut redonner du sens. Redonner du sens, ça veut dire participer de manière extrêmement globale, pas qu'à du curatif, mais aussi à du préventif. La prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens dès la naissance. La prévention de l'exposition aux risques chimiques, aux nanoparticules, aux champs électromagnétiques, aux nuisances sonores, 4e cause de dépenses de l'assurance maladie, nuisances sonores, quasiment première cause de stress dans nos établissements de santé. Eh bien travailler là-dessus, ça donne du sens. Ça permet de former des professionnels de santé de manière initiale ou continue qui seront en capacité demain d'expliquer aux patients, aux mamans ou aux gens bien portants, de manière extrêmement préventive, comment on fait pour préserver sa santé de toutes ces expositions. Et là, si vous n'êtes pas formé, dans la formation initiale des pédiatres, des gynécos, des sages-femmes, des puères, de l'ensemble des professionnels de santé, on n'est pas formé à la prévention de l'exposition à tous ces risques-là. Et moi, je peux vous affirmer, pour accompagner à ce jour 1000 établissements dans le pays, que nous sommes tous exposés au quotidien à des risques absolument incroyables, non mesurés, et il est très simple, mais super facile de les réduire.
Les identifier et les réduire, c'est très très simple. Se former aux éco-gestes pour prévenir la santé des collaborateurs, des patients, des parturientes, c'est super simple. Encore faut-il en parler. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à l'ANFH dans la salle, à la NAP et à l'ARS, parce que grâce à vous trois notamment, eh bien, il y a de l'expertise, de la méthode, des financements. Ce n'est pas forcément pareil dans toutes les régions, mais ça permet de mettre en place des choses assez exceptionnelles. Qui connaît le plan national santé-environnement et le plan régional santé-environnement dans la salle? Alors ça, je le fais dans toutes les régions. Le premier a été écrit en 2003. J'y avais participé, on en est au 4e. C'est un plan extraordinaire. Je vous engage toutes et tous à rentrer dans vos établissements. Vous allez sur le site de l'ARS, vous tapez PRSE 3, bientôt 4, et vous allez voir tout ce qui est extraordinairement bien fait en termes de prévention et en termes de santé environnementale. C'est la clé pour demain. Prévenir l'exposition à tous ces risques, c'est éviter toutes les maladies de demain. Une maman qui est en contact avec des perturbateurs endocriniens pendant sa grossesse, il y aura des répercussions sur 3 générations, sur son gamin et les gamins de son gamin. Donc agir là-dessus, ça a vraiment du sens, et c'est du mieux-être pour tout le monde, et c'est du mieux-être psychologique aussi, parce que combien de fois j'ai vu les sages-femmes me dire « mais je suis désespéré de voir que j'ai fait des mauvais gestes pendant les 9 mois de l'accompagnement des mamans, ça n'a pas de sens ». Et ça, c'est valable dans tous les métiers, pas que dans la naissance. De ce fait, on a développé des outils d'éco-conception des soins. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance de ça, je vous engage à le découvrir, c'est absolument extraordinaire. J'en ai rêvé il y a 20 ans. J'ai une équipe maintenant de chimistes et de gens qui font de l'analyse de cycle de vie de médicaments et de dispositifs médicaux. On est capable de réduire l'empreinte environnementale, l'empreinte sociale et sociétale de l'hôpital au sens large du terme. Quand je dis hôpital, ça inclut bien sûr l'ensemble des secteurs. Voilà, je ne fais pas plus long et peut-être quand même un petit message politique, tout petit, je ne sais pas où il va partir. Mais peut-être que si on veut travailler véritablement sur le long terme, il va falloir régler le problème de la pénurie des professionnels de santé. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de professionnels. Ceux qui sont là n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Ceux qui ont envie de faire des études n'en ont plus envie. Les professionnels médecins disent à leurs gamins, n'allez pas faire les mêmes métiers que moi. Mais moi, je m'inquiète pour moi, hein, parce que dans 20 ans, j'aurai peut-être besoin d'un EHPAD. Qui va nous prendre en charge? Enfin, concrètement, qui travaille sur ces problématiques de pénurie de compétences et dans tous les secteurs de la santé? On parle maintenant One Health, hein, on inclut les vétérinaires là-dedans. Sachez qu'on a 50% des vétérinaires qui sont installés en France qui viennent d'autres pays d'Europe. On ne forme pas assez de vétos non plus dans nos pays et c'est valable sur la totalité des professions. Donc pour ceux qui ont un petit pouvoir politique, qui peuvent passer des messages, je pense que travailler sur la pénurie actuelle et à venir, c'est la clé. Quand une infirmière, je ne vais pas citer tous les métiers de la santé, mais quand un acteur de santé fait le travail de 3 personnes, quand un urgentiste passe sa journée au téléphone pour trouver des lits, non, ça ne peut pas marcher. Et donc si on ne travaille pas sur ce sujet-là, on peut faire ce qu'on veut. Hélas, on n'y arrivera pas. Santé environnementale, éco-conception des soins, développement durable, c'est la clé de l'attractivité des établissements de santé pour aujourd'hui et pour demain. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, Olivier Thomas. Philippe Colomba, formation, prévention, sensibilisation, J'ai la pression. Hein. Mais pas du tout. Voilà, c'est un tiers-lieu d'échange. Donc vous voyez, tout est là permis, notamment le fait de lancer aussi des alertes. Donc alors, on a tout dit sur la QVCT et on agit comment? Merci. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier de m'avoir invité. Merci à Catherine que je connais bien. Et puis ça me permet d'avoir revu Olivier et Florence que je connaissais bien depuis longtemps et que ça avait longtemps que je n'avais pas vu. Donc merci vraiment. Je vais commencer par parler de moi, ce qui n'est pas très bien, mais j'ai aussi un cursus un peu bizarre. Donc j'étais prof en hématologie, actuellement émérite, et donc j'étais 20 ans chef de service et 7 ans chef de pôle. Donc je vais parler de quelque chose que je connais bien. Je suis aussi chercheur en psycho. Donc vous verrez que j'évoquerai ça dans ce que je vais vous dire. Enfin, je suis président d'une association qui s'appelle ACAVI, Association pour la qualité de vie des professionnels de santé, qui promeut un modèle d'organisation de service qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail et la qualité des soins. Et je fais ça depuis 31 ans. Voilà. Donc je ne reviendrai pas sur le modèle, sur ce qui a été dit sur le constat, puisque globalement la situation est catastrophique, hein, qu'on parle d'épuisement professionnel, d'absentéisme, de démission, de perte d'activité des établissements, on n'a jamais connu ça, hein, donc il faut faire quelque chose, c'est très clair. Et je crois que la seule solution, c'est de redonner
et d'aller vers le être bien au travail, comme disait très bien Florence. Je crois que c'est la seule solution pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter la situation actuelle. Alors là, je vais reprendre ma casquette de chercheur en psycho pour vous dire des choses qui sont archi connues depuis des années et des années et qui rendent un peu triste ce qui se passe. La première chose, c'est qu'on sait très bien que la motivation intrinsèque est supérieure à la motivation extrinsèque. C'est-à-dire qu'il faut redonner effectivement du plaisir au travail, d'être bien au travail, et que les rémunérations et les récompenses, c'est très inférieur à ce qu'on peut avoir dans le sens du travail. Et ça, c'est archi démontré. Et malheureusement, le Ségur de la santé, ça n'était que la deuxième solution. On a oublié la première. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on sait très bien quels sont les facteurs déterminants. On en a parlé tout à l'heure. Je reviens sur deux qui sont majeurs, qui sont la charge de travail, d'accord, et deuxièmement les facteurs organisationnels et managériaux. Moi, je les mets ensemble parce que je pense que si vous avez un bon management, vous avez une bonne organisation. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. La troisième chose, c'est que les facteurs déterminants de la qualité de vie au travail, on les connaît, c'est la reconnaissance au travail, c'est la justice au travail, c'est le soutien au travail et l'autonomie. D'accord ? Ça aussi, c'est archi démontré. D'accord ? Et dernière chose, c'est que la qualité de vie au travail, c'est le management de proximité. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail des équipes, c'est les médecins et les cadres, et la qualité de vie au travail des médecins et des cadres, c'est la gouvernance. Ça, c'est absolument majeur à comprendre. Et que vous pouvez toujours avoir un service bisounours quelque part. Malheureusement, ce service bisounours, ces managers, ils en prennent plein la figure avec la gouvernance. Mais n'empêche qu'ils sont capables, dans leur service, de faire un service bisounours. Ça, vraiment, c'est des messages très, très importants que je voulais vous passer. Donc, qu'est-ce que c'est que la démarche participative, créée il y a 31 ans ? Ben, c'est tout simplement une organisation de travail qui permet donc aux gens d'être mieux et d'améliorer la qualité des soins, je vais vous le dire tout à l'heure. Alors, c'est quoi cette organisation ? Et bien en fait, c'est tout simplement la mise en place de 5 outils. C'est quoi ces 5 outils ? C'est 4 espaces d'échange, et puis c'est la démarche projet. C'est quoi les 4 espaces d'échange ? Ben, le premier, c'est les staffs pluriprofessionnels. Les staffs pluriprofessionnels, vous avez tous les soignants présents, aides-soignantes, infirmières, psychologues, assistantes sociales, soins de support, médecins et cadres, qui vont ensemble déterminer le projet de prise en charge globale du patient. Alors, chaque fois, je fais la même, mais là, je vais pas le faire. Hein. Quels sont les soignants qui ont ce type de staff en place ? Globalement, il y a 3-4 ans, on était à 35-40%. Actuellement, on est autour de 20%. Sachez que ça devrait être 100% puisque ces staffs sont obligatoires dans tous les services de soins, les EHPAD et le domicile depuis 2004. Depuis 2004, ces staffs sont obligatoires dans tous les services de soins, les EHPAD et le domicile. Le deuxième espace d'échange, c'est la formation interne aux équipes. C'est-à-dire qu'en fait, on fait venir des formateurs dans les équipes qui peuvent d'ailleurs être des membres de l'équipe. Le troisième type d'espace d'échange, c'est le soutien aux équipes. Très important, le soutien aux équipes. C'est des espaces d'échange où les gens vont parler de leur vécu et de leurs difficultés. Et quatrième type d'espace d'échange qu'on a rajouté en 2005 sur notre modèle, c'est des espaces d'échange de managers, c'est des réunions régulières entre tous les médecins et les cadres du service pour décider en intelligence collective de ce qui va se passer au niveau de l'organisation générale. Et j'ai tendance à dire qu'en 20 ans, je n'ai jamais pris aucune décision. Je n'ai pris des décisions que pour valider ou partager, enfin décider entre deux propositions au niveau des managers, mais je n'ai jamais pris une décision tout seul dans mon bureau. Et ça marche pareil au niveau d'un pôle. Et puis la cinquième outil, le plus important avec les staffs, il y en a 2 qui sont majeurs, plus et des espaces d'échange de managers, c'est les groupes de travail. Et en fait, laissez-les créer leur travail. C'est-à-dire que moi, dans le service, j'avais toujours, pendant 20 ans, j'ai toujours eu des groupes de travail qui ont créé le travail. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Qu'est-ce que vous proposez ? Etc. Ce qui veut dire qu'il y a des propositions de groupes de travail, on fait une réunion de service, on valide ou on valide pas, et après on met en place. Et ça marche toujours 10 ans après que je sois parti.
Parce que quand j'ai pris la chefferie de pôle, j'ai démissionné de ma chefferie de service. Donc voilà notre modèle qui ne marche qu'avec certaines conditions. Un management participatif. On a une journée entière de formation sur les espaces d'échange participatifs. La technique des 3 tours de table, je peux vous dire qu'aucun doyen, aucun président de CME, aucun directeur ne connaît la technique des 3 tours de table. Et deuxième chose, un leadership bienveillant. Alors je vais finir sur mes questions. Alors je ne vous ai pas dit aussi, j'ai passé 3 ans comme président de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail au ministère de la Santé. Donc je vous conseille d'aller voir le site de l'Observatoire où il y a énormément de documents et d'outils et de retours d'expérience. La première question, c'est pourquoi la formation des managers de la santé en place n'est-elle pas une priorité absolue? On n'en s'en sortira que si on donne du plaisir au travail, du bien-être au travail. Il faut former les managers, il faut former les médecins et les cadres, il faut former les directeurs. Et c'est une urgence absolue. La deuxième question, c'est pourquoi la démarche participative qui est obligatoire depuis 2004, 2004, circulaire, mise en place de la démarche participative en établissement. C'était une mesure d'accréditation de la V 2010, une des 5 mesures prioritaires de la V 2010. C'est repris dans la circulaire Clarisse. Pourquoi elle ne fait pas partie de tous les programmes de formation initiale et également continue des managers? Je ne comprends pas. Je veux dire, c'est obligatoire. Je regarde la NAP, je regarde la NFH. C'est obligatoire depuis 2004. C'est un modèle obligatoire et c'est pas enseigné. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et dernière chose, pourquoi il faut le mettre en place? C'est obligatoire. Ça marche depuis 30 ans dans mon service. Ça va marcher pendant 7 ans dans mon pôle. Ça marche. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, ça améliore la qualité de vie au travail et la qualité des soins. On a fait une enquête au niveau de l'oncopédiatrie en France. 400 patients, 500 soignants. On a démontré premièrement que ça améliore la qualité de vie au travail avec un P à 10-9. Pour les gens qui connaissent, vous savez que pour être statistiquement significatif, c'est 10-2. Là, on est à 10-9 quand même. Donc ça montre que ça marche un peu. Et on améliore également la qualité des soins évalués par les patients. Et c'est le seul modèle au monde qui a montré ça. Alors je ne comprends pas. Voilà, et je finirai par une histoire. J'ai 1 minute. C'est l'histoire de l'EHPAD de Châteaubriand. Les EHPAD de Châteaubriand sont à peu près 100 lits, 2 postes de cadre vacants, 36% d'absentéisme, 10% de lits libres. Plus personne ne veut mettre leur famille là-dedans. Il y a de l'harcèlement, il y a de la maltraitance, c'est pas possible. 2 jeunes cadres dynamiques qui sortent de l'école de cadre arrivent, mettre en place le modèle que je viens de vous dire, également une démarche individuelle. C'est pour ça que je pense que vraiment, c'est la prévention individuelle et collective qui marche. Les ateliers de méditation, ils refont les profils de poste, ils refont les plannings avec les équipes, ils refont la salle de détente, etc. OK, 1 an, 12 mois, OK, 6% d'absentéisme, 0 lit libre. Voilà. Tout est démontré. Le seul problème, c'est avoir la volonté de le mettre en place. Donc je me porte vers la NAP, vers la NFH, vers le ministère. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas mettre ça en place? Merci beaucoup. Alors, associer, échanger, dialoguer, créer la confiance et laisser la place à la créativité. Aurélien Pierre, expert ressources humaines à NAP. Présentez-nous les solutions innovantes, opérantes, opérationnelles et concrètes. Merci. Merci à vous, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui, encore plus à Nancy, car tout comme Florence Bénichou, je suis nancien, j'ai fait ma carrière d'infirmier à Nancy au Centre de lutte contre le cancer également. Et donc aujourd'hui, je suis directeur des soins et expert en ressources humaines au sein de la NAP. La NAP, c'est l'agence de conseil public du ministère de la Santé, une agence de conseil et d'expertise qui travaille autour de trois grands champs. Le premier, c'est vous outiller. Vous outiller, vous avez peut-être connu pour les plus anciens la NAP et ses bibles de 150 pages qui servaient plus de cale-porte qu'autre chose. Mais aujourd'hui, voilà, on a souhaité repenser ces outils, nos productions, nos livrables, avec des formats beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus courts et des outils très opérationnels. Je vais vous en présenter quelques-uns juste après pour éclairer les propos de Philippe. Deuxième champ, c'est la mise en relation de professionnels. L'idée, c'est pouvoir vous faire communiquer, vous faire parler entre vous, entre pairs, autour des grands champs qu'intéresse la NAP. Donc moi, je suis expert en ressources humaines, mais on a également 6 autres pôles, dont le développement durable, l'immobilier, la logistique, les finances, la data, l'intelligence artificielle.
Et puis, troisième et grand champ, et celui qui intéresse le plus la NAP et son cœur de métier, c'est les appuis terrain. C'est quoi ces appuis terrain? Eh bien, on se déplace à votre demande, chez vous, pour venir vous accompagner dans la résolution d'un problème. Le diagnostic souvent est fait par des cabinets de conseil privés, pour la plupart du temps, ou par vous-même. Eh bien, nous, on peut vous accompagner, si vous le souhaitez, jusqu'à la mise en œuvre. Et on n'a pas de solution miracle, on n'a pas de solution toute faite, puisque notre principe est de s'appuyer sur votre contexte pour pouvoir vous proposer des solutions adaptées. Aujourd'hui, à titre d'exemple, on intervient dans un grand hôpital de la PHP où on vient questionner le temps de travail. Le temps de travail, c'est un des sujets majeurs aussi en termes d'attractivité et de fidélisation. On voit bien dans les enquêtes qu'on peut mener à l'agence que les deux raisons aujourd'hui pour lesquelles les soignants quittent les établissements de santé sont la première, le management, et la seconde, l'organisation et la gestion du temps de travail. Donc sur l'organisation et la gestion du temps de travail, on vient former les cadres de santé, on vient former les directions des soins, on vient former la direction des ressources humaines sur les bonnes pratiques, mais surtout sur la mise en œuvre de planning et de cycles un peu plus souples. Comment aujourd'hui je viens répondre à ces enjeux où, par exemple, je vais prendre l'exemple du 12 heures aujourd'hui qui est plébiscité. De mon point de vue, le 12 heures n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. Le 12 heures s'inscrit là aussi dans un contexte. Le 12 heures vient s'inscrire chez une demande aujourd'hui qu'on observe un peu plus chez les jeunes professionnels, mais on le voit bien, dès qu'on commence à s'installer, à avoir une vie de famille, à vieillir, le 12 heures est un peu moins bien plébiscité. Et donc comment on revient? Donc aujourd'hui, l'idée c'est de savoir comment on maille plusieurs modèles horaires au sein d'une même équipe. Et donc ça, la NAP, typiquement, c'est un de nos sujets phares sur lesquels on intervient à votre demande dans vos établissements. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je me répète, ça ne coûte rien. Toutes nos interventions sont 100% gratuites puisqu'on est une agence publique. Autre sujet, tu parlais, Philippe, et je t'en remercie, du management. Alors, je ne vais pas spoiler l'intervention de notre collègue de la NFH qui va probablement parler du parcours manager sur lequel la NFH, la NACT et la NAP est engagée auprès de la DGOS. Mais pour autant, et tout comme toi, on est convaincu aujourd'hui que le management collaboratif est une des réponses aujourd'hui aussi aux grands mots du quotidien. Sur le management collaboratif, plusieurs outils. On a capitalisé sur vos pratiques, sur vos expériences dans un kit qu'on a intitulé « Nos équipes ont du talent », que je vous invite à aller voir donc, sur le site de l'agence, qui reprend des exemples de résolution d'irritants du quotidien à travers l'intelligence collective. Typiquement, on prend vraiment les vrais problèmes que vous rencontrez, hein, le PIA-PERF. Le PIA-PERF, on les prête souvent aux collègues d'à côté. Quand on en a besoin, on n'en a plus. Idem pour le pouce seringue. Bah voilà. Donc en fait, on a capitalisé sur les expériences des uns et des autres pour partager avec vous comment ils ont pu finalement répondre à ces problématiques-là. Et tout à l'heure, Florence, et toi également, Patrick, tu soulevais tu nous invitais finalement à simplifier les circuits. C'est tout le principe, tu as raison, du management participatif et d'intelligence collective. Aujourd'hui, on le voit. Pour qu'une infirmière aille voir comment ça se passe dans le service d'à côté et savoir ce qu'elle pourrait prendre pour s'inspirer et le dupliquer chez elle, elle va passer par son cadre qui va demander au cadre du service d'à côté, qui va faire un retour au cadre et revenir à l'infirmière. Non, à un moment donné, parions sur la confiance. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la clé de l'autonomie, c'est la confiance. Et la confiance, osons ce pari. Alors oui, on peut se planter, mais là aussi, c'est pas grave. Acceptons de se planter, mais faisons confiance aux gens. Je suis certain que c'est la clé de l'autonomie. Et donc sur le management participatif, là aussi on vient former les équipes. On a également là aujourd'hui sur notre site un appel à manifestation d'intérêt pour tous les établissements qui veulent se former à l'intelligence collective et au management participatif, où on vient former l'ensemble des comités de direction et les équipes de proximité, parce que ce que tu disais, c'était très intéressant, Philippe, sur finalement le management participatif. Et je prolongerai aussi les propos, tu parlais de la circulaire Clarisse, c'est aussi dans la loi RIST, dans sa version d'avril 2021. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que finalement, les équipes auront, je pense, de mon point de vue, des difficultés à mettre en œuvre un tel management si on n'a pas un comité de direction qui est complètement engagé et impliqué dans sa démarche, avec aussi un devoir d'exemplarité, pour paraphraser ce que disait Florence tout à l'heure. Et donc là, on vient former tant les CODIR que les équipes à ce management participatif. Je crois que j'ai déjà épuisé mon temps, donc je vais
en rester là, mais je me tiens à votre disposition dans les temps de pause et autres si vous souhaitez un peu qu'on parle de ces appuis terrain, de toute l'offre à Naples, puisque là je vous ai donné juste un tout petit bout de ce qu'on fait en RH, mais en RH on a donc 5 grands thèmes, attractivité, fidélisation, et je vous invite pareil à regarder notre site. On vient de sortir début de semaine notre kit sur l'attractivité et fidélisation, auquel je remercie l'agence SPS a également contribué sur le mieux-être au travail. On promet aussi là un autodiagnostic. L'idée n'est pas de vous dire si oui ou non vous êtes attractif ou pas, ça vous le savez vous-même, mais plutôt d'aller questionner, d'aller vous inspirer à l'aide d'exemples et de questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Le management, j'en ai parlé. Le temps de travail, j'en ai parlé. La GEPP, vous aurez une intervention dans la journée dessus. Et puis le pilotage de la fonction RH pour ceux que ça intéresse un peu plus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aurélien Pierre. Alors, pour permettre de faire un retour aussi d'expérience, on a entendu parler de confiance, on a entendu parler d'accompagnement d'experts, d'agences, d'instances. Parlons expérimentation, l'expérimentation est importante, on apprend de tout, il n'y a pas d'échec. Monsieur Thomas Talek, directeur du GHT Nord-Ardennes, va nous présenter son outil, sa mesure d'attractivité, la création d'un nouveau métier pour l'hôpital du futur. Merci. Merci. Moi, je vais rejoindre le propos de Monsieur Thomas. Hein. Les leviers d'amélioration des conditions de travail ont été très bien présentés par les 3 premiers intervenants. Et on pense que le premier, c'est la difficulté à recruter. Les postes vacants. Les postes vacants, c'est des heures supplémentaires qui s'accumulent, c'est moins de temps pour la formation, c'est des congés qui sont compliqués à prendre, c'est des plannings qui sont refaits. Et tout ça, ça finit par des départs, de la perte de sens, et on accroît nos difficultés. Donc on essaye à notre niveau de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie sur ce sujet. Le contexte national, il est bien connu, je ne vais pas le détailler, en plus il faudrait probablement 2 jours pour le faire. Par contre, je vais parler un petit peu de mon bassin, de mon territoire, les Ardennes. Dans notre GHT, on a eu vraiment l'immense chance d'avoir un psychiatre chef de service. D'abord, c'était un très bon psychiatre, et puis il avait une plume extraordinaire. Et il a beaucoup écrit sur les Ardennes, sur la santé dans les Ardennes. Je dois vous dire que j'ai beaucoup hésité à vous lire un passage là qu'il a écrit sur les Ardennes, comment il voit les Ardennes. Vous allez comprendre pourquoi j'ai hésité. Je pense à Madame Cohn, ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. L'idée, c'est qu'il y a une bonne fin. Hein. L'histoire commence mal, mais on va essayer d'écrire une fin heureuse. Donc voilà, je cite, c'est le docteur Collin, et j'ai toujours un plaisir aussi à saluer sa mémoire. Les Ardennes, c'est un pays qui existe et qui n'existe pas. Un pays où l'on n'arrive jamais et où on ne revient pas. C'est un pays qui trempe l'enfance de ceux qui y ont vécu. C'est une terre que les habitants quittent d'autant moins qu'ils sont plus pauvres, car comme tous les pauvres, ils sont étrangers partout ailleurs. Alors, quand on a dit ça, on se demande où chercher la corde. Bon, ça c'est la première réaction. La deuxième, c'est l'inverse, c'est de se dire, parce que la situation c'est celle-là, et vraiment ce texte fait 4 pages, moi je le trouve bouleversant, c'est juste un tout petit extrait, et ben au contraire, ça c'est la motivation première pour se bouger, pour se mobiliser, pour mobiliser les équipes, pour expérimenter. Il y a des échecs, il y a beaucoup d'échecs, hein. Mais on tente. Alors qu'est-ce qu'on fait pour arriver au sujet ? On fait des choses qui sont faites un petit peu partout, qui sont efficaces, des forums, on va dans les lycées, on va présenter les métiers, on les fait présenter par les professionnels, on met en place des ateliers bien-être, voilà. Bon, on le fait. On met en place des séminaires pour comprendre pourquoi il y a des départs, qu'est-ce qu'on peut faire avec les professionnels, on les fait parler, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, et puis on essaye d'innover. Alors je mets des guillemets derrière le mot innovation parce qu'on croit souvent qu'on innove, et puis parfois, on est surpris de savoir qu'à 100 km, c'est déjà en place depuis 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, on est le premier GHT à bénéficier de postes de chef de clinique. Et je remercie le doyen femme. C'est grâce à elle qu'on a pu avoir ce type de poste. Ce sont des postes qui permettent d'améliorer l'attractivité pour les médecins. On signe des conventions recherche. On propose aux médecins de développer des nouvelles activités. On vient d'expérimenter, là, depuis 1 mois, la mise en place d'un poste, un soignant en reclassement qui aide les soignants à gérer toutes les tâches
administratives, les tâches qui éloignent les soignants de leur métier premier. Ça va marcher, ça va échouer, on ne sait pas encore, on vient de le faire. Et puis, donc, depuis maintenant 6 mois, on a mis en place, avec le soutien de l'ARS, bon, Monsieur Remet est parti, il y a Madame Joannès, donc je remercie l'ARS de son soutien, et Ardennes Métropole, on a mis en place donc cet assistant personnel à l'installation. Alors, l'acronyme est pas mal, ça donne API. Pour ceux qui se souviennent de la chanson. Et donc, qu'est-ce que cet assistant personnel à l'installation ? Comme je le disais, maintenant, le sujet premier, c'est la ressource. On est sur de la ressource rare, qu'elle soit médicale, soignante. C'est très difficile maintenant de trouver un métier à l'hôpital qui ne soit pas en tension. Donc, on est sur de la ressource rare. Et on s'est un petit peu inspiré de grandes entreprises. Et lorsqu'elles recherchent de la ressource rare, la compétition est très très dure. Et ça se joue plus trop sur le salaire, ça se joue plus trop sur le temps de travail, ça se joue sur tout ce qui est autour du métier. Autour finalement des 8-10 heures qu'on passe à l'hôpital, qu'on passe dans l'entreprise. Donc recruter, on sait à peu près faire. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aide le médecin, l'infirmier, l'IBOD, le MERM, le kiné, mon Dieu, la liste est longue, à s'installer lorsque l'idée lui vient d'arriver dans les Ardennes. C'est déjà une très bonne et très belle idée. Et donc, on l'aide à faire tout ce qui est autour de l'installation. C'est trouver le métier pour le conjoint, la conjointe. C'est trouver un logement. C'est organiser la venue. Quand vous êtes à Béziers, venir à Charleville-Mézières, c'est pas simple. Donc, cette personne vous organise le voyage. C'est trouver l'hébergement, c'est trouver la crèche pour les enfants, c'est inscrire le petit, la petite au club de tennis, au club de football, c'est avoir des partenariats avec les musées, avec le théâtre, avec le cinéma, bref, tout ce qui n'a strictement rien à voir avec l'hôpital, mais c'est une petite plus-value ou une grande plus-value, si on manque de modestie, qui permet de dire, si vous venez dans les Ardennes, vous êtes un VIP. Voilà. Vous serez pris en charge comme tel. On a besoin de vous. Et donc on met, excusez-moi de m'exprimer de cette manière, on met le paquet pour pouvoir vous attirer. Alors c'est en place depuis 6 mois. La difficulté numéro 1 qu'on a eue, c'est de trouver le bon profil. Parce que c'est un peu un profil à notre connaissance qu'il a fallu inventer. Parce que ce profil qui existe dans les grandes entreprises du secteur non sanitaire depuis longtemps, il faut l'adapter quand même à l'hôpital et ça nous a pris un petit peu de temps. Il a fallu trouver aussi l'argent et donc on l'a trouvé. C'est une expérimentation qui est lancée sur 2 ans. Elle a démarré depuis 6 mois et pour l'instant, cette personne a accompagné une trentaine de médecins. Alors, dans ces médecins, il y avait déjà des médecins qui avaient l'intention de venir. Ce n'est pas grâce à cette personne qu'on a fait 30 recrutements. Ça, ce serait mensonger. Mais je pense que c'est le petit plus qui peut faire basculer le choix vers telle ou telle structure. Tous les professionnels de santé maintenant, je ne veux pas faire une mauvaise analogie, on ne fait pas le tour du Vieux-Port, on ne fait pas le tour de la place du Cadre, mais ils ont beaucoup d'offres d'emploi, vraiment, vraiment beaucoup. Donc il faut faire la différence et je pense que ce poste, je l'espère en tout cas, peut-être qu'on se reverra dans 2 ans, je pense que ce poste peut être ce petit plus qui fait basculer le choix parce que on propose un package. On ne propose pas simplement un poste dans un service avec tant de gardes, avec telle rémunération, avec éventuellement telle ou telle prime. On propose une installation sur un bassin de vie et on aide à se projeter dans cette installation, à se projeter dans la vie sur ce bassin. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers la salle. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience peut-être que vous voulez partager ou est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants ? J'ai cru que tu levais la main, du coup, Nazmi. Ah oui, alors. Je vais ici parce que c'est plus près, je suis un petit peu feignante. Et puis après, je vais dans le fond. Oui, bonjour, Sandrine Grand-Genèvre, je suis cadre formateur en IFSI.
CHR Metz-Thionville. Une petite question pour vous, Monsieur Thomas Talek. Votre initiative, est-ce que vous envisageriez de la développer pour les professionnels de santé paramédicaux? Oui. Alors, en fait, c'est le cas. C'est le cas pour tous les métiers en tension, et sur le personnel paramédical, la liste est quand même longue. Initialement, on a pensé se concentrer sur les médecins, et c'était une erreur. Et on l'a corrigé rapidement, et donc tous les soignants peuvent en bénéficier. Bonjour, je m'appelle Julie Marquet, je suis infirmière, et je voulais revenir sur le management participatif que vous expliquiez. Je trouve aussi le management bienveillant. En fait, on n'en parle pas suffisamment, mais nous, en tant qu'infirmières, ce qui nous fait rester aussi, c'est le management bienveillant. Il n'y a pas que, parce qu'on nous fait parfois participer, mais à côté de ça, il y a parfois un manque de bienveillance. Et je trouve que c'est important aussi de le souligner, parce que c'est ce qui nous fait, forcément, c'est ce qui nous fait rester, c'est d'avoir une oreille attentive, de pouvoir être considéré comme un être humain, pas comme un pion qu'on déplace. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je vais me permettre de répondre. Je crois qu'on va être deux à répondre. Je crois qu'il ne faut pas mélanger organisation, management et leadership. Je crois que c'est très important. Pour nous, on propose une organisation, donc des outils, des espaces d'échange, qui ne peut marcher que si on a un management participatif. Pour moi, le management participatif, c'est une approche qui fait confiance aux équipes et à l'intelligence collective, et qui laisse aux équipes la possibilité de créer le soin. Et pour que ça marche, ça passe par le leadership. Et moi, ce que vous me décrivez, c'est le leadership bienveillant et non pas le management bienveillant. C'est-à-dire, en fait, c'est l'attitude du manager vis-à-vis de son équipe pour leur donner confiance, pour les tirer vers le haut, pour être à l'écoute, pour déléguer. Donc, je pense que... Enfin, moi, je parle de leadership bienveillant et de pas de management bienveillant. Je suis entièrement d'accord avec toi, très cher Patrick. Et je voudrais juste peut-être un point sur l'intelligence collective dont on entend un peu beaucoup parler, peut-être juste un peu la pondérer. C'est-à-dire que c'est bien de faire confiance au groupe et donc à l'émulation que cela va pouvoir apporter, mais attention à ce qu'on met derrière. L'intelligence collective ne peut fonctionner que si on a eu un travail individuel en amont derrière. Donc, tu parlais de leadership, de management. On vient en amont de ces réunions où on va effectivement mailler le collectif. Cela nécessite, et j'insiste vraiment, un travail individuel. Et donc ça appartient aussi au manager de s'assurer que ce travail a bien été fait, parce que si vous mettez 10 non-pensants autour d'une table où il n'y a pas eu de travaux, à la fin de votre réunion, on trouvera bullshit. Enfin, vous n'aurez rien du tout, excusez-moi l'expression. Mais donc c'est vraiment important. Donc attention à l'intelligence collective, de ne pas la mettre à toutes les sauces, de bien... on s'improvise pas finalement, on n'improvise pas une réunion dite d'intelligence collective. C'est un poil plus complexe que cela. Ça nécessite des techniques, ça nécessite de la formation. Et voilà, c'était juste sur peut-être le point de vigilance que je voulais apporter. Oui, merci pour toutes vos présentations. Moi, je suis Corinne Frisch, présidente URPS des kinés libéraux. Mais moi, je suis une pro de l'interpro et du pluripro. Et on a, nous aussi, sur le terrain. Est-ce que vous avez eu des expériences là-dessus, d'accompagnement, ou au contraire, qu'est-ce que vous pourriez proposer aux libéraux? Parce qu'on a les mêmes problématiques de recrutement de confrères venir s'installer en zone sous-dotée, on va dire. Mais pour quel que soit le professionnel de santé, aussi bien un pharmacien, un médecin, mais infirmier, kiné, on a vraiment du mal. Quand on a des étudiants qui veulent aller en stage dans des milieux ruraux, par exemple, ou sous-dotés, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'habitation pendant leur stage. C'est tout pour pour l'interne en médecine, mais c'est pas pour les autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour effectivement venir travailler avec nous sur le terrain, parce que justement, on a du harcèlement aussi, des patients, on a du harcèlement des démarches administratives, des indus vis-à-vis de la CEPAM qui trouvent qu'on surcote, mais on s'en sort pas financièrement. Voilà, nous on se sent vraiment un peu seul, et comme disait Madame, on a besoin aussi de soutien psychologique, d'écoute. Certes, il y a SPS, il n'y a pas de souci, mais voilà,
Sur le terrain, on n'a pas du tout de médiateur, on n'a pas de médecin du travail, parce qu'en fait, je pense qu'on est les moins... on se prend le moins en charge possible, on ne va pas consulter, on n'a pas le temps. Même si on découvre une pathologie, on n'a pas le temps d'aller chez le spécialiste, et c'est une galère pour avoir un rendez-vous en plus. Voilà, merci. On se demandait pour qui était la question, je me dévouais. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question. Peut-être une piste qui me vient comme ça, hein, qui vaut ce qu'elle vaut, se met en place en ce moment au sein des GHT les hôpitaux locaux. Dans notre GHT, on a deux hôpitaux locaux. Et donc c'est un nouveau label qui obéit à un cahier des charges. Et un élément très intéressant, dans le cahier des charges, il y a des éléments qui sont un petit peu pénibles, mais il y a un élément qui est très très intéressant, c'est qu'on est obligé de mettre en place une gouvernance partagée. Et dans cette gouvernance partagée, on doit, c'est une obligation, et l'ARS y est vigilante, on doit accueillir des professionnels de ville. C'est simplement une expérience que je donne. Hein, dans notre GHT, il y a 2 hôpitaux locaux avec ces 2 cellules de gouvernance et on a donc un infirmier libéral qui participe, qui est hyper actif. Je ne sais pas où il trouve toute cette énergie. Et on a également un kiné. Et donc on essaye de construire des projets avec ce kiné, notamment en lui mettant à disposition des locaux pour tout simplement accueillir son cabinet. On l'aide en lui mettant à disposition du temps de secrétariat. Enfin, on essaye un peu dans le même esprit que l'autre expérimentation que j'ai évoquée très très rapidement, de donner du temps de soins aux soignants. Voilà. Bon, c'est une simple micro-piste, hein, mais voilà ce que je peux vous proposer. Sur une autre partie de votre question, sachez que le modèle là, avec nos 5 outils marche dans n'importe quel collectif de travail. C'est-à-dire que ça marche dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle... Actuellement, je suis conseiller municipal pour mettre en place ça dans une municipalité. Donc, je veux dire, vous pouvez très bien mettre ça en place dans un URPS en sachant que un collectif de travail, c'est un nombre limité de personnes. Donc après, il faut réfléchir à ce que vous mettez autour de la table. Merci à tous pour vos interventions et vos questions. Nous vous invitons fortement à aller voir les travaux effectivement de ces acteurs importants de territoire, parce qu'au-delà des mots performance, management durable, démarche participative, équipe partagée, dialogue social, médiation, innovation, intelligence collective, ce sont des gens qui investissent véritablement ces missions et en tout cas ils sont vraiment à disposition pour pouvoir vous accompagner à 360 quels que soient vos besoins et vos attentes. Donc merci infiniment pour vos interventions.